délibération qui concerne cette dissolution du syndicat mixte ouvert. L'accord de dissolution et l'avenant numéro 8 au contrat de DSP. Donc je vais en parler ensemble, vous verrez si vous voulez les voter ensemble ou pas. En fait, la problématique a été bien expliquée lors du précédent conseil par René Castel. Et donc il y a, je reprends très rapidement l'historique et le contexte dans lequel ça se déroule. Ce syndicat mixte a été créé en octobre 2012 avec les membres fondateurs des membres qui ont rejoint. Les membres actuels sont le département des Bouches-du-Rhône, le département du Var, avec 11 établissements publics de coopération intercommunaux sur 12, le département des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et bien évidemment la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme René l'avait rappelé, il y a un certain nombre de missions, je ne vais pas les relever ici. Le 18 octobre 2018, le syndicat avait signé une convention de délégation sur le service public avec VAR PHD. Au départ c'était Orange, donc un réseau haut débit qui couvre le territoire de la zone d'initiative publique du département du Var. En 2017, une procédure d'appel à manifestation d'engagement locaux, c'est la procédure AMEL, donc ça a permis d'interroger à nouveau des opérateurs privés. Et SFTA 2X et Fibre s'est engagé à déployer un réseau sur les départements voisins, donc Alpes de Provence, Hautes-Alpes et Bouches-du-Rhône, ce qui fait que le syndicat a vu son périmètre restreint seulement au réseau d'initiative publique du Var. Du coup, la décision a été logiquement prise de dissoudre le syndicat. Voilà, donc ça va être encadré par des arrêtés du préfet, dissolution devant intervenir en 2 temps. Un premier arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône sur la cessation d'activité au 31 décembre, avec les transferts qui vont bien. Un second arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône sur la liquidation du syndicat dans le courant du premier semestre 2023, avec versement de leurs boni respectifs aux membres. Je ne parlerai pas des détails des reversements financiers, ça sera abordé dans le rapport d'orientation budgétaire. Donc, 4 actes doivent être pris par les parties avant le 15 décembre 2022. Donc, il y en a 2 que nous avons votés lors de la dernière séance. Un avenant à la convention pluriannuelle entre la région, le département du Var et 11 sur 12 des intercommunalités. La deuxième, elle est tellement grosse qu'on n'y pense pas toujours, c'est la métropole toulonnaise. Parfois on l'oublie. Portant sur le financement du réseau d'initiative publique du Var. La convention de coopération entre la région, le département et 11 sur 12 des intercommunalités varoises pour assurer la continuité du contrat de DSP. Voilà, cette convention est très détaillée et souligne le rôle central du département en tant que coordinateur. Et donc, aujourd'hui, dans la continuité, l'accord de dissolution et un avenant au contrat de DSP qui tire les conséquences de la dissolution du syndicat et de cette signature de la convention de coopération sur la répartition des parties, des flux financiers, etc. Voilà le rappel que je voulais vous faire du contexte. Donc je passe à la première résolution. Donc l'accord de dissolution du syndicat mixte ouvert, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Claude Lévy, donc SMO PACA HD.
Il me manque, je pense qu'on va le rajouter, vu la délibération du bureau communautaire en date du 2 mai 2022, et je pense qu'on va rajouter, vu aussi les deux délibérations qui ont été votées au précédent conseil. Donc, je pense que vous avez les principaux éléments qui sont marqués et que nous avions voté en bureau communautaire du 2 mai de cette année. Bon, je ne vais pas vous les lire dans le détail, je voulais simplement rappeler un élément de la délibération du 2 mai. Voilà. Je pensais que c'était intéressant de le souligner, puisque ça n'a pas été repris. Pérenniser le travail de soutien du Conseil des EPCI effectué de manière remarquable par les agents du syndicat. Je pensais que c'était intéressant de le dire. Voilà, donc sur la dissolution elle-même. Sur la délibération avenant numéro 8 au contrat, donc là c'est dans la continuité de ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose qui va être corrigé dans la version définitive. C'est le... Comment dire, nous avons voté la dernière fois les deux premiers points et il est marqué on a délibéré par délibération séparée à cette même séance du Conseil communautaire concernant le troisième point qui est l'accord de dissolution. Donc là c'est une erreur qui va être modifiée bien évidemment puisque on le vote cette fois-ci. Voilà. Dans l'avenant numéro 8, vous avez donc le détail des modifications qui ont été faites. Juste pour information, je pense que vous l'avez tous remarqué, il y a des modifications qui concernent le comité de suivi, le comité technique, etc. Il y a marqué les modifications apparaissent en rouge. Et donc ce qui a été transmis, en fait, ça apparaît en noir, mais vous pouvez faire la demande sans difficulté. On vous enverra le document avec les modifications en rouge. Voilà, je pense que s'il y a des questions, on peut rentrer dans le détail, mais c'est assez copieux. Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Alors, donc, je propose, comme Jean-Paul Joseph a présenté les deux délibérations en même temps qu'on les vote dans la foulée. Donc, approbation de l'accord de dissolution du syndicat. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et la deuxième délibération, approbation de l'avenant au contrat de DSP. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, approbation du rapport quinquennal de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Bien, donc ce rapport qui vous a été adressé doit être présenté tous les 5 ans par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, permettant de voir l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public et il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public. Un projet de rapport a été présenté aux élus de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, lors de sa réunion du 21 novembre 2022. L'objectif de ce rapport est de présenter l'évolution des attributions de compensation sur la période 2027-2021, ainsi que les charges assumées par la communauté d'agglomération au titre des compétences transférées sur cette période.
Son rapport n'a pas vocation à réaliser des attributions de compensation des communes, mais il doit donner une juste information de l'évolution de ces attributions. Donc la présente délibération vise à prendre acte du rapport quinquennal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 1609 du Code général des impôts, je propose au Conseil communautaire, dans la présidente, à l'article 1, c'est de prendre acte de la préparation de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation. Et l'article 2, autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure, et notamment la notification aux communes membres. Merci René. Y a-t-il des questions? Vous avez tous eu ce rapport. Ça permet une belle, un bel historique des évolutions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, fixation des attributions de compensation définitives 2022. Il est proposé d'approuver le montant définitif des attributions de compensation 2022 tel que détaillé dans la délibération jointe. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, le point suivant, donc la volonté de l'ordre du jour. Mise à jour de la programmation pluriannuelle. Comme à chaque étape budgétaire, il convient de procéder à la mise à jour de la programmation pluriannuelle en fonction de l'avancement des différentes opérations faisant l'objet des autorisations d'engagement et de programmes et crédits de paiement détaillés dans l'annexe jointe à la délibération. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Donc, je vous propose de regrouper les 5 décisions modificatives suivantes, c'est-à-dire de 2022-97 à 2022-101, donc 97, 98, 99, 100, 101, qui concernent les décisions modificatives liées à tous les budgets, donc ceux dont les budgets annexes aussi. Vu l'avancement du budget principal et du budget annexe de l'eau, de l'assainissement, de la GEMAPI et des transports, il est nécessaire donc de procéder aux ajustements de crédits détaillés dans les documents budgétaires et dans les notes synthétiques jointes. Donc tout le monde est d'accord pour qu'on les vote dans la foulée. Donc je vous propose donc de me donner autoriser les jeux d'écriture tels que présentés. Donc qui est contre? Vous voulez la parole, pardon, allez-y. Donc nous sommes. Merci Madame la Présidente. Donc nous avons regroupé plusieurs passages, plusieurs délibérations, plusieurs décisions. J'aurais une demande d'explication pour le 100 et une autre pour le 101, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Sur le 100, on peut se réjouir à Sanary de recevoir 1 million de la communauté. Toutefois, nous aimerions quelques explications sur l'utilisation de ce million. Il est indiqué dans le libellé travaux de protection de la promenade du quai des Luans. Nous avons eu d'importants travaux à Sanary sur cette promenade il y a peu de temps, qui d'ailleurs protègent, pas tout à fait, mais qui ont largement renforcé la protection de cette promenade. Donc, s'agit-il de nouveaux travaux à l'identique et complémentaires, ou s'agit-il de travaux autres? Et plus particulièrement, s'agit-il de travaux qui sont inclus, qui seraient inclus dans le grand projet de la municipalité d'aménagement non seulement des quais, mais de l'ensemble allant de la REP au carrefour de Portissol. Voilà, c'est une demande d'explication. La seconde demande, qui concerne le 101, c'est surtout, disons, une recommandation que nous adressons
la communauté, puisqu'il est question de transport. Vous savez combien les habitants, notamment d'ailleurs de Bandol et de Sanary, sont actuellement touchés par la réduction importante du circuit de Zou 8805 à des heures inadaptées aux salariés travaillants et aux scolaires. Donc je sais que vous vous en êtes occupé, je sais que les maires s'en sont occupés aussi, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher la bride, car vraiment cette absence de transport perturbe sérieusement la vie des personnes qui auparavant les utilisaient. Je citerai par exemple, et ça doit être d'ailleurs des cas répétés, il y a souvent dans des ménages une seule voiture. Et cette voiture, bien sûr, maintenant, est nécessairement utilisée par la personne qui est contrainte d'aller à Toulon avec son véhicule, aggravant la circulation, touchant son budget et les risques éventuels d'accidents sur la route. Donc c'est un dossier sur lequel nous nous permettrons d'insister chaque fois que nous verrons apparaître le terme transport. Merci Madame la Présidente. Merci. Alors je vais répondre à la première question concernant les travaux. C'est la deuxième tranche, c'est le prolongement de ce qui a déjà été fait, c'est pas en lien avec les aménagements du port. Concernant les transports, il a été demandé, la ligne devait être supprimée, il a été demandé qu'elle soit maintenue. Il y a une étude fine de l'utilisation par les services de la région des créneaux horaires, et ils ont adapté au mieux par rapport aux besoins. Si vous avez des remontées, beaucoup de remontées, n'hésitez pas aux gens à demander aux personnes d'écrire de manière à ce que nous ayons, nous, des éléments factuels pour pouvoir faire remonter les informations à la région. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce dossier. On porte déjà, avec mes vice-présidents, on porte déjà intérêt à ce dossier. Oui, oui, et puis on a, oui, absolument. Et on a refusé donc de payer les 70 000 € demandés par la région pour cette compétence, qui est une compétence régionale, voilà, qui nous était demandée initialement. Voilà. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, crédit provisoire d'investissement au titre de l'exercice 2023. Les budgets primitifs 2023 ne seront pas approuvés avant le 1er janvier. Selon le principe de continuité du service public, l'ordonnateur peut continuer à engager, liquider et mandater des dépenses de fonctionnement à hauteur des crédits votés l'année précédente jusqu'au jour d'adoption du budget primitif. En revanche, l'engagement des dépenses d'investissement répond à des règles différentes. Celles-ci doivent faire l'objet d'un vote spécifique de crédit provisoire dont le montant ne peut dépasser 25% des crédits d'investissement ouverts l'année précédente, hors opération engagée ICP, et remboursement au capital des emprunts. Il est donc proposé de valider la liste de crédits provisoires d'investissement telle que jointe, et respectant ces conditions, bien sûr. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, je vais laisser la parole à Camille Pellegrin pour présenter le ROB ainsi que la Madame. Je vous invite à écouter cette présentation, d'ailleurs. Je voulais le préciser parce que c'est très important que vous ayez une parfaite connaissance des difficultés qui peuvent, qui se montrent à nous. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Donc voilà, pour cette présentation du rapport d'organisation budgétaire 2023.
préambule rapidement. Le ROB est un document qui est présenté sous forme de rapport qui statue sur l'état des orientations budgétaires d'une collectivité. Donc on parle bien d'orientation à ce stade. Plus près encore. Au niveau du son, merci. Pour ce rapport, nous allons évoquer différents thèmes. D'abord, le contexte dans lequel il s'inscrit, le projet de loi de finances 2023 qui n'est pas encore définitif, les orientations de la communauté d'agglomération. Ensuite, nous aborderons les orientations par budget. Il y aura un petit focus sur la gestion des ressources humaines, sur les épargnes de gestion du budget principal et sur la gestion de la dette. Tout d'abord, au niveau du contexte, je vais vous passer la parole. Au niveau national, tout d'abord, le contexte, vous le connaissez, il n'est pas facile. On sort de 2 années de crise sanitaire. Au niveau de l'agglomération, il y a eu un changement de gouvernance qui est à noter parce que pour s'approprier des dossiers nombreux et complexes de l'agglo, ça demande un certain temps. Au niveau international, c'est marqué bien évidemment par le conflit ukrainien, qui a des répercussions également au niveau de l'inflation, sur le prix des matériaux, sur les pénuries de matériaux, mais pas que non plus. Également des pénuries de chauffeurs de bus, par exemple. Je vous le dis parce qu'on sera impacté au niveau du budget du transport tout à l'heure. Ça engendre également l'augmentation des coûts de l'énergie, la hausse des taux des prêts bancaires, et également la hausse du taux de point d'indice pour limiter la dégradation du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ce n'est pas un tableau très réjouissant, mais c'est celui du moment. Alors bonjour, moi je vais vous parler du contexte local. Je voulais d'abord rappeler que le rapport d'orientation budgétaire, comme l'a dit Camille en préambule, n'est pas un budget prévisionnel. Donc on est vraiment sur les grandes orientations préalables au vote du budget. Donc c'est pour ça qu'on n'apporte pas des solutions forcément toutes prêtes et que même s'il y a des projections en termes de calcul d'épargne brute, etc., en réalité aujourd'hui on n'est pas encore suffisamment avancé dans l'élaboration budgétaire pour réellement amener des éléments qui soient pertinents. Donc pour le contexte local, on a 3 grands problèmes aujourd'hui au niveau de l'agglo. Donc le premier est celui du Grand Prix de France avec la dissolution du GIP et a priori une liquidation qui sera assumée dès 2023. Donc comme l'a dit Madame la Présidente, il y a une réunion, une assemblée qui se tient mercredi prochain. La somme qui nous est annoncée à ce jour est de à peu près 680 000 €, éventuellement à mandater sur 2023. Donc il faut mesurer aussi l'impact que ça peut avoir sur le budget de l'agglo. Donc aujourd'hui on n'y est pas, mais clairement c'est une très mauvaise nouvelle qu'on a eu le chiffre il y a 2-3 jours. Donc pour vous montrer la difficulté aujourd'hui à élaborer le budget. Il y a également la dissolution du SMO PACA, qui, comme l'a évoqué Monsieur Joseph au préalable, qui impactera aussi le budget de l'EPCI, puisqu'en fait on récupère la compétence très haut débit au niveau de l'agglo, donc il faudra d'ailleurs qu'on modifie nos statuts, puisque désormais c'est une coopération de personnes publiques, donc par le biais de la convention, et du coup on aura une soulte à payer, donc qui aujourd'hui est estimée à environ 87 000 €, voilà, mais qui sera impactée en section de fonctionnement, alors que toutes les avances qui nous seront restituées seront en section d'investissement. Donc ça nous contraint encore en fonctionnement. Et enfin, on a vraiment la problématique majeure du transport, puisque vous allez voir quand on étudiera le budget transport, que dans le cadre du marché de transport scolaire qui a été relancé et renégocié, puisqu'on l'a renégocié cette année, on a une augmentation de presque 1 million €. Donc on est aujourd'hui en grande difficulté sur le budget des transports, on va vous le présenter un peu plus en détail. Et une des seules façons éventuellement de soulager un petit peu le budget de transport, c'est de venir l'abonder par le biais du budget principal. Donc du coup, le budget principal se retrouve également en tension. Donc voilà, on va rentrer un peu dans le détail, mais un contexte difficile. Concernant le projet de loi de finances, donc pour l'instant il n'est pas définitif, ou alors c'est très très frais, en tout cas c'est en cours actuellement. Donc il y a encore quelques points suspens en l'histoire de quelques jours, notamment au niveau des dotations.
sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est en question, la révision des bases locatives des locaux professionnels également en question. Le travail a été mené cette année, mais il serait potentiellement repoussé de 2 ans. Le reversement par les communes de tout ou partie de la taxe d'aménagement et les conditions du filet de sécurité également qui changent. Le filet de sécurité, c'est une aide que l'État a mis en place pour aider les collectivités à absorber le choc des augmentations des dépenses d'énergie. Et évidemment, il y a plusieurs conditions à respecter cumulativement. Les orientations. Pour la communauté d'agglomération, les orientations se situent en fait selon la situation financière de la CASP, donc qui se caractérise, elle, par des dépenses d'augmentation constante, un peu comme tout le monde, mais bon, il faut le signaler. Une rigidité structurelle des dépenses de fonctionnement, notamment avec les attributions de compensation, la contribution SDIS, ce sont des dépenses obligatoires et qui sont complètement figées. Il y a également peu de marge de manœuvre sur les recettes, qui sont essentiellement fiscales. Également, de nombreux projets qui sont d'envergure et dont le financement n'est pas assuré aujourd'hui pour tous. Oui, moi je vais rajouter à ça en fait qu'on est vraiment sur un risque important d'effet ciseau, puisqu'aujourd'hui on voit que nos dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que nos recettes, avec forcément par voie de conséquence une diminution importante de la capacité d'autofinancement. Donc directement ça va impacter aussi notre capacité à investir en actions d'investissement. Donc il faut quand même mesurer qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas dans un contexte très favorable, y compris sur le budget principal. Comme Camille l'a dit et comme M. Jourdan l'a rappelé dans le rapport quinquennal de la CLECT, on a vu un certain nombre d'éléments liés notamment à l'augmentation du SDIS, puisqu'on a vu que le PCI a pris 30% d'augmentation de ses cotisations, parce qu'aujourd'hui le PCI finance le SDIS à la place des communes. Et voilà, c'est un choix qui a été fait, il n'est pas question de revenir dessus, mais la cotisation a augmenté de 30%. Tout ça, forcément, ce sont des charges qui impliquent une grande rigidité en fait, de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'en fait, on n'a pas la main dessus. Donc, entre les dépenses de personnel, les AC, parce que voilà, il faut quand même mesurer que le montant des AC, on est à pas loin de 10 millions d'euros de reversement d'AC en dépenses de fonctionnement aux communes. Donc, si on ajoute le SDIS et le reversement des AC, le personnel qui finalement représente très peu dans les dépenses de fonctionnement de l'EPCI, on n'est même pas 3 millions, on est à moins de 3 millions d'euros, donc c'est quand même très léger vu la taille de la structure. On est quand même sur des rigidités structurelles qui sont majeures et qu'il faut vraiment mesurer, notamment par rapport à l'inflation des dépenses de fonctionnement. Voilà. Au regard de tout ça, les budgets doivent être inscrits du coup, dans le respect des orientations choisies, qui sont la maîtrise autant que possible des dépenses de fonctionnement, l'optimisation des sources de recettes, revenir aussi également sur la juste évaluation des charges transférées, qui est primordiale, une juste détermination des taux de taxes intercommunales également, le recours raisonnable à l'emprunt vu la hausse des taux, mais aussi la priorisation des grands travaux qui sont engagés sur le territoire. Pour cela, il est primordial également de rappeler qu'il est vraiment très important que les communes informent l'agglo le plus tôt possible des grands travaux qu'elle met en œuvre pour lesquels les budgets de l'agglomération seraient impactés, afin de s'assurer tous ensemble que financièrement c'est possible, que le financement existe et qu'on peut commencer ces travaux. Par budget maintenant, les principales orientations pour le budget principal, du coup, en recettes, tout d'abord. Oui, les orientations souhaitées. Donc, ce serait un taux de fiscalité constant, souhaité. Les bases sont calculées pour l'instant avec une optimisation de 6%, tel que le projet de loi de finances l'évoquait. Pour la fraction de TVA qui vient en compensation de la taxe d'habitation, il serait prudent de mettre le montant initial de cette fraction de TVA, même si en 2022 ça a eu l'effet de fort dynamisme sur cette fraction de TVA, puisqu'on a eu 800 000 € de plus que prévu.
mais on ne sait pas non plus quel est le devenir de ce dynamisme. On n'est pas dans une période peut-être faste, donc on préfère laisser le montant initial. Les dotations de l'État seraient reconduites à leur montant 2022. Sur les subventions également, donc recherche active de subventions, même si sur 2022 il y a eu 2 années de rattrapés et du coup là aussi 800 000 € de subventions perçues. La taxe d'aménagement, donc possiblement transférée, pour une partie en tout cas. La CLEC pour une revoyure de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines qui s'avère indispensable. Et enfin, un travail sur les bases et l'optimisation fiscale afin de pouvoir augmenter les recettes sans forcément augmenter les taux. Juste sur la CLEC pour la clause de revoyure pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Pour information, vous l'aviez dans le rapport quinquennal, mais aujourd'hui, sans parler des nouveaux projets, on a un delta de 500 000 € par an entre les dépenses issues des accès pour le pluvial urbain et les dépenses qui sont réellement réalisées par le PCI. Donc ça veut dire que sur ces recettes propres, l'AGLO finance 500 000 € par an au bénéfice des communes. C'est encore un élément de tension sur le budget principal de l'AGLO, puisque la gestion des eaux pluviales urbaines est sur le budget principal. D'où la nécessité d'une clause de revoyure qui était prévue dès l'origine, parce que dès le départ, il avait été identifié que les montants étaient insuffisants, et qui devra être mise en œuvre très rapidement cette année, puisqu'il y a des réelles difficultés sur le budget principal en termes de recettes. Camille parlait aussi de l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est un projet important pour Madame la Présidente, puisque clairement, il permet l'équité fiscale entre les administrés, mais aussi d'augmenter les recettes pour les communes et pour le PCI, sans augmenter les taux. Donc c'est vraiment un travail qui est très intéressant. On a un certain nombre de pistes d'orientation déjà à proposer aux élus assez rapidement, que nous avons identifiées en termes d'optimisation. Donc ça, on nous proposera donc courant 2023, mais ça suppose que nous délibérions en 2023, donc de toute façon, les recettes ne pourront venir que sur le budget 2024. Voilà. Pour la partie dépenses, on part sur les postulats suivants. Déjà l'augmentation de la contribution au SDIS, qui fait environ 200 000 € de plus. Un retour au niveau antérieur des attributions de compensation, parce qu'en 2021, il y avait des régularisations qui avaient pour effet de diminuer les attributions de compensation pour l'agglomération. Donc là, on revient au niveau normal. Une prise en compte également des dépenses liées au contrat, aux matériaux et à l'énergie, donc on augmente un peu tous les postes. Augmentation des charges de personnel également, au regard de l'augmentation des points d'indice, mais aussi au regard des besoins de recrutement pour augmenter les compétences de l'agglomération. En investissement, ce serait une limitation des investissements à environ 7,3 millions aujourd'hui, contre 10 en 2022. Et la priorité est donnée évidemment aux opérations déjà lancées en APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, notamment la gendarmerie qui est à environ 3 700 000 € pour 2023. Au niveau du budget de la collecte des ordures ménagères, pour celui-ci, ça va plutôt pas mal. Il est financé donc par la TOM, ça vous le savez. Le taux cible de 11,5 est reconduit en 2023, donc pour l'essentiel des communes. Il y a un travail également actuellement sur la redevance spéciale qui devrait donc permettre d'augmenter les recettes. Ouais, donc effectivement, on travaille aujourd'hui sur la redevance spéciale. Donc c'est passé en bureau communautaire. Il y a un système de titres en fait qui est différent, puisqu'initialement c'était des conventions qui étaient souscrites avec les entreprises, et désormais on va titrer directement sur la base du règlement, pardon. Donc on espère avoir plus de recettes au cours de l'exercice 2023. Donc si on arrive à améliorer nos recettes, forcément l'objectif, si le budget se porte bien, c'est éventuellement de continuer à diminuer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les particuliers. Voilà. Pour le budget de l'eau, bon là en revanche c'est un budget compliqué, financé par les tarifs. Il y a un travail en cours d'ailleurs sur l'eau et l'assainissement. Il est compliqué parce que historiquement au niveau du transfert, les résultats n'avaient pas forcément été transférés.
pas du tout. Quelques communes ont transféré le montant des RAR qui permettait de les financer, mais pas toutes. Des restes à réaliser, c'est-à-dire que les montants des travaux ont été transférés à l'agglomération, mais pas le financement qui va avec. Du coup, ça nécessite un gros travail aussi sur les subventions pour essayer d'avoir plus de recettes sur ce budget qui est financé. C'est compliqué de trouver des financements en tout cas. Oui, on a vu l'agence de l'eau très récemment, donc on va essayer de prioriser les projets qui sont subventionnés bien sûr. Pour 2023, donc du coup, un budget très tendu. Oui, donc effectivement, pour 2023, on est sur un budget, je dirais même extrêmement tendu, voilà, avec donc le schéma directeur toujours en cours d'élaboration, donc qui nous donnera à terme, là vraiment cette année, on l'espère, les travaux principaux à réaliser. Par contre, forcément, les conséquences d'un budget aussi tendu, c'est un travail indispensable sur une révision de la part intercommunale pour équilibrer structurellement ce budget, puisqu'on voit que ça fait plusieurs exercices en fait, qu'il est en difficulté. En 2020, si je ne dis pas de bêtises, le budget a été voté en décalé par rapport aux autres budgets de l'EPCI parce qu'il ne pouvait pas s'équilibrer sans l'affectation. Bon, cette année, a priori, on va réussir à le voter sans l'affectation, mais c'est avec difficulté. On a des investissements, d'après nos projections, qui se limiteraient à 2 millions d'euros, qui effectivement sont conditionnés à l'obtention d'un financement par un prêt bancaire, dont que nous ne sommes pas certains d'obtenir au regard des différents indicateurs de ce budget qui ne sont pas excellents. Donc on espère avoir l'emprunt. 2 millions par rapport aux besoins de l'agglo, voilà, c'est très peu. Clairement, c'est très peu. Et encore, on n'est pas sûr de réussir à financer ces 2 millions d'euros. Donc voilà, il faut quand même... donc ça fait quelques exercices déjà que ce budget est en difficulté. Mais je pense que là, on est arrivé au moment où on ne peut plus reculer. Donc clairement, il va certainement falloir prendre des orientations claires sur ce budget. Ce qu'on peut... Ah oui, alors du coup, ce qu'on disait, c'est que la priorité sera donnée au projet pour la conservation des infrastructures. Mais en réalité, on voit qu'il y a un certain nombre de projets dans les communes. Et ces projets, forcément, impactent le budget de l'agglo. Le risque, en fait, c'est que cela obère aussi l'entretien normal du réseau, avec le renouvellement classique des canalisations et les renouvellements de compteurs. Puisque, forcément, la seule variable d'ajustement, comme sur les budgets communaux, c'est la tarification. Donc, à un moment donné, on est pris un petit peu entre deux au niveau de l'agglo, puisque, comme vous le savez, pour financer des projets, on travaille à N+1, voire N+2. C'est pour ça qu'on a besoin de PPI, de plans pluriannuels d'investissement dans les structures, pour pouvoir se projeter en termes d'investissement et du coup demander des financements. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a été annoncé que la région PACA serait un petit peu chef de file sur tout ce qui était économie d'eau dans les années qui viennent. Donc on s'est empressé de rencontrer l'agence de l'eau pour savoir quel financement nous pourrions avoir, notamment au regard de l'état de notre projet. Le problème, c'est que forcément, il faut avoir au moins un an d'anticipation pour obtenir des financements. Donc plus on attend, en fait, plus on est mis devant le fait accompli, et donc on ne peut plus demander de financement pour le budget de l'agglo, et clairement, on a des difficultés. Donc c'est vraiment ce que disait Camille, un mécanisme qu'il faut modifier, et il faut vraiment changer notre façon de travailler, parce que là, aujourd'hui, on est en difficulté sur ce budget. Voilà. Pour le budget assainissement, il y a plus de souplesse budgétaire que le budget de l'eau, parce qu'il a moins de dépenses de fonctionnement que le budget de l'eau. Sinon, il est également financé par les tarifs, bien sûr. Historiquement, il y a la même histoire, c'est-à-dire que les résultats n'ont pas été transférés par aucune commune, les RR que par certaines, et bon, ça a été difficile, mais celui-là l'absorbe plus facilement que le budget de l'eau. Là aussi, il y a un travail sur les subventions et un travail sur la PAC, la participation à l'assainissement collectif, qui n'était pas titré depuis 4 ans, donc forcément, là aussi, les recettes vont rentrer. Pour 2023, un peu comme sur l'eau, le schéma directeur est donc en cours d'élaboration. Les investissements là seraient limités à environ 5 millions d'euros, parce que la section de fonctionnement le permet.
Et la priorité serait donnée aux projets présentant un degré d'urgence quand même, ou ne permettant pas un report de la dépense, parce que malgré tout, sur l'assainissement, ça chiffre rapidement. On peut rajouter à ça, donc comme le savent les vice-présidents, qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur la délégation de services publics pour l'assainissement des communes littorales, et que dans le cadre de la négociation, on a réintroduit des travaux concessifs de manière importante, parce que forcément, dans le cadre de la délégation, si on intègre des travaux concessifs, ces travaux-là ne viennent pas impacter le budget de l'EPCI. Donc ça permet forcément d'avoir plus de marge de manœuvre sur le budget de l'EPCI pour financer, notamment pour permettre le renouvellement des canalisations sur les communes. Voilà. Le budget des transports donc, devient très tendu. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Là, avec la relance du marché de transport scolaire, le marché est augmenté de plus de 900 000 euros. Dans l'année 2023 sera relancé également le transport urbain. On ne sait pas encore à quelle hauteur, mais sûrement que l'augmentation sera à peu près aussi forte. Ce budget est financé seulement avec 3 recettes qui peuvent difficilement augmenter. C'est-à-dire qu'il y a le versement mobilité. On pourrait éventuellement augmenter le taux de 0,20, mais il faut calculer et voir ce qui est possible. La convention avec la région, qui date du moment du transfert de compétences, c'est un montant d'1,3 million, mais qui est figé à ce stade. Là aussi, un courrier va sûrement être fait à la région, mais on ne sait pas encore quelle augmentation serait possible. Et la troisième source de recettes, ce sont la participation des familles, qui est à hauteur de 140 000 euros. Du coup, même si on l'a doublé, voire l'a triplé, ça ne suffirait toujours pas à absorber les 900 000 euros d'augmentation. Donc, ce n'est pas envisageable. Comme on le disait tout à l'heure, le budget principal peut subventionner le budget des transports. Ça fait partie des possibilités qui seront donc étudiées. Ça pèsera évidemment sur le budget principal. Juste à titre de rappel, on peut rappeler quand même que pour le transport scolaire, par exemple, donc les familles paient 140 € par an et par enfant, alors ou pas, puisque certaines communes prennent en charge intégralement ce montant. Avant l'augmentation du transport scolaire, donc avant c'est 1 million supplémentaire, le coût par an et par enfant pour le PCI, c'est 1 600 €. Voilà. Donc on mesure le delta qu'il y a entre le coût de service public et le prix qui est facturé à l'usager. Alors bien évidemment qu'un usager ne peut pas payer 1 600 € pour s'assurer du transport scolaire. Mais voilà, il faut mesurer que c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, on est en train de lancer le plan de mobilité pour voir ce qui serait possible en termes de développement, comme ça a été évoqué par exemple tout à l'heure, même si c'est la ligne ZOO, effectivement, on peut supposer qu'en transport urbain, il y a des améliorations à apporter. Mais clairement, si ce budget ne s'équilibre pas, il n'y aura aucune possibilité de développement et d'amélioration, puisqu'on est déjà en difficulté aujourd'hui pour maintenir l'existant, sachant qu'effectivement, comme le disait Camille, on va relancer le marché de transport urbain et que malheureusement, vu le contexte actuel, on risque d'avoir une augmentation qui sera importante aussi. Donc, voilà. Pour le budget de la GEMAPI, tout d'abord, je tenais à signaler qu'il y a une coquille dans vos projets de rapport d'orientation budgétaire. Évidemment, la taxe étant de 20 € par habitant, il n'y a pas de base. C'est un mauvais copier-coller qui est corrigé dans la version définitive, bien sûr. Que dire, du coup, rappeler que la compétence GEMAPI, c'est la lutte contre les submersions marines. Le seul investissement prévu en 2023, c'est la réhabilitation du quai du Levant, dont il était question tout à l'heure. Pour le budget du tourisme, essentiellement comme 2022, si ce n'est le nouveau projet d'univers de promotion commun qui sera relancé en 2023. Du coup, ce budget est financé par une subvention du budget principal, parce que les taxes de séjour ne sont pas reversées du PCI, mais bien conservées pour l'instant par les communes. Pour le budget du SPAN, pas d'évolution majeure en 2023, mais il est financé par les tarifs. Un focus sur la gestion des ressources humaines, parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour une gestion optimale des services
et une bonne gestion des différents dossiers, il est indispensable maintenant de procéder à de nouveaux recrutements, puisque depuis plusieurs années, l'agglomération est en situation de sous-effectif. Du coup, il est prévu une augmentation de 21% des charges de personnel sur 2023, pour tenir compte notamment de ça, du point d'indice et du glissement vieillesse technicité. Concernant les épargnes de gestion prévisionnelles du budget principal, bon, rapidement, parce qu'à ce stade, encore une fois, c'est vraiment du prévisionnel. On reste dans les ratios prudentiels, a priori. Voilà. Elle se dégrade légèrement en 2023, mais encore une fois en prévisionnel. En tout cas, on surveille. La gestion de la dette, rapidement. Donc, dans le contexte que je rappelais tout à l'heure de hausse des taux, chaque projet sera bien étudié si jamais on devait avoir recours à l'emprunt. L'encours de la dette, lui, 2023, au 31/12, s'élèvera à environ 61 millions d'euros, répartis comme vous le voyez là, c'est-à-dire essentiellement, il y a 90% de la dette sur 3 budgets, en fait, sur le budget principal, l'assainissement et eau, qui explique aussi sur l'eau, par exemple, qu'il est vraiment tendu. Je vous laisse apprécier l'extinction de la dette rapidement. On voit quand même sur ce petit graphique que c'est majoritairement du taux fixe. Le bleu, c'est le taux fixe. La petite partie en jaune-marron en haut, c'est le taux variable. On n'a pas eu du tout recours à l'emprunt sur 2022. On essaye d'avancer un petit désendettement. Bon, ce ne sera peut-être pas possible sur 2023. À voir. La capacité d'endettement, elle aussi prévisionnelle, pour l'instant, est toujours dans un niveau prudent. Alors en conclusion, je dirais qu'il y a 2 points principaux. Le premier, c'est que 2 voire 3 budgets sont à surveiller particulièrement. Donc le budget de l'eau et le budget des transports qui sont dans une situation, on va dire, difficile. Et il y a quand même une vigilance à avoir sur le budget principal au regard de l'ensemble des incertitudes qui existent actuellement. Et enfin, le second point, c'est vraiment un changement de pratique qui doit intervenir dans le fonctionnement entre les communes et le PCI, de manière à ce que les projets communaux soient élaborés en lien avec le PCI et que les travaux envisagés, pour que les travaux qui concernent les budgets intercommunaux, soient vraiment élaborés en lien avec le PCI. Ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est forcément une sécurisation juridique de nos rapports, avec les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage qu'on essaie de multiplier aujourd'hui, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'interrogations aujourd'hui sur les maîtres d'ouvrage et sur la conduite d'opération en situation. Ensuite, l'autre intérêt majeur, donc c'est ce que j'ai dit au préalable, c'est sur le financement de ces travaux avec les demandes de subventions. Donc ça, c'est essentiel. Et du coup, c'est l'inscription aussi pour le PCI de ces dépenses dans un PPI, ce qui permet d'avoir un peu de stratégie aussi fiscale en termes de recettes sur plusieurs exercices. Parce que forcément, si tous les ans, on a un petit peu notre section d'investissement qui est bouleversée, c'est difficile d'avoir une vision prospective, ce qu'on essaie de développer aujourd'hui, du pilotage au moins financier de la structure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et ce travail de prospective. Je voulais en profiter pour remercier le président du département et ses conseillers départementaux pour nous avoir suivis sur les subventions qui avaient été accordées à l'agglo et non réclamées, perdues, et que le département a bien voulu remonter pour l'agglo exceptionnellement. Donc je tenais vraiment à le saluer particulièrement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Une fois que la subvention est perdue, elle est perdue. Donc merci pour votre soutien du département. Y a-t-il des questions ?
Allez-y, je vous écoute. Vous pourriez bien remettre la lumière, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur. Je m'exprimerai sans micro. Ah, votre micro ne marche pas? Non. Liliane, il y a un problème de micro. Non, c'est pas. Liliane, il y a un problème de micro. Bon. Bien, j'ai le micro de dépannage, merci. Mon intervention est plutôt une observation générale, ce n'est pas une question. Nous avons à la séance précédente adopté le contrat, le CRTE, avec satisfaction et avec enthousiasme. Ça, c'était les projets, ce sont les idéaux, si je puis dire. Et puis ensuite, aujourd'hui, nous sommes passés, je dirais, à la cuisine. Et là, il y a les ingrédients et que faire avec ces ingrédients. Et nous nous apercevons bien sûr que notre budget est très serré. Il est même à risque, quelquefois, sur certains postes. Vous l'avez souligné vous-même. Mais il est bon, je crois, que notre Assemblée, comme d'autres d'ailleurs, et comme les communes le font souvent remarquer, nous sommes en difficulté aussi parce que l'État a une politique qui fait que les communes sont de plus en plus les remplaçantes de la défaillance des secteurs publics, et que ce faisant, bien entendu, eh bien, ça remonte à la communauté d'agglomération. Donc je crois qu'il ne faut pas être timide là-dessus et dire qu'un certain nombre des difficultés des communes et de la communauté d'agglomération ne sont pas le fait ni des communes ni de la communauté, mais tout simplement parce qu'il y a un dégagement, un désengagement de l'État sur un certain nombre de sujets, notamment ceux qui ont été cités. Je prendrai, puisque ça semble être mon dada, vous m'en voudrez pas, c'est les transports. Il est certain que un territoire comme le nôtre, avec 9 communes différentes et qui n'ont pas de liaison les unes entre les autres, on ne peut pas l'assurer seul. Il faut incontestablement que la région, le département, et pourquoi pas l'État, se montrent un peu plus généreux. Ceci étant, donc, je pense que nous avons des difficultés qui seront difficiles à remonter, puisque nous sommes limités dans nos possibilités de recettes. Et donc, nous avons nécessairement à avoir à trancher sur des budgets qui nécessairement touchent les familles, des budgets sociaux. Ça, c'est ma première remarque, et je souhaite qu'elle soit vraiment partagée, car ce qui se passe dans notre région se passe dans d'autres, peut-être davantage dans la nôtre, parce qu'elle est attractive, elle nous apporte une nouvelle population, et ça c'est ma deuxième remarque. Nous avons une population qui grandit, et c'est très bien, et qui vient de toutes les régions, quelquefois même du monde, et nous sommes amenés, bien entendu, à urbaniser davantage. Et en urbanisant davantage, nous nous trouvons quelquefois en contradiction
avec le CRTE qui nous demande quand même aussi de préserver le patrimoine naturel. Mais tout ceci, nous pouvons l'harmoniser. Seulement, il faut qu'au niveau, mais il faudrait qu'au niveau quand même de l'urbanisation, on tienne compte justement, comme le CRT le soulignait, et comme nous trouvons en difficulté, les problèmes de l'eau, le problème de l'énergie. Et ces deux problèmes-là doivent être vus, me semble-t-il, bien en amont, c'est-à-dire au moment où sont délivrés les permis de construire. Il faut construire avec la nécessité maintenant d'avoir un peu plus d'exigence sur justement comment va cet immeuble qui se construit, comment sera-t-il alimenté en énergie, comment sera-t-il alimenté en eau, comment se situeront les problèmes d'assainissement. Vous voyez, c'est les trois sujets qui apparaissent très nettement dans le rapport qui nous a été fait et la présentation excellente qui a été faite. Merci. Je vous remercie pour cette intervention. Il est clair que c'est des réflexions qui guident nos choix, les élus communautaires, municipaux, et c'est de notre responsabilité et nous le pratiquons tous au quotidien. Voilà, donc je vous propose d'approuver ce rapport d'orientation budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, vote d'autorisation de programme et crédit de paiement, nouvelle opération sur le budget annexe de l'assainissement. Une nouvelle autorisation de programme et crédit de paiement APCP est proposée sur le budget de l'assainissement dans le cadre du financement pluriannuel des dépenses relatives aux travaux de réhabilitation des émissaires secondaires du réseau d'eau usée de la ville de Bandol. Il est donc proposé de valider la création de cette nouvelle APCP telle que détaillée dans le projet de délibération jour. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Uniformisation de la périodicité de facturation eau-assainissement commune du Haut-Pays. Il est nécessaire d'harmoniser les pratiques sur la gestion de l'eau et de l'assainissement et de faciliter le travail de la régie communautaire. Ainsi, il apparaît souhaitable d'accorder les périodicités de façon en matière d'eau et d'assainissement collectif sur l'ensemble des communes du Haut-Pays. Le Bosset Evnos, la Cadière d'Azur signe. Il vous est proposé de facturer au semestre, donc la commune d'Evnos, car toutes les autres communes sont au semestre. Seule la commune d'Evnos était au quadrimestre. À cette occasion, il convient également de définir la surtaxe communautaire assainissement collectif de la commune d'Evnos. En effet, cette surtaxe initialement communale doit être déterminée suite à l'attribution par le Conseil communautaire du 7 décembre 2020 du contrat de délégation de service public pour l'assainissement de la commune d'Evnos, comme cela a été le cas lors de l'attribution par le Conseil communautaire du 29 avril 2019 du contrat de délégation de service public pour l'assainissement de la commune de Signes. Afin de tendre vers une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire, il est proposé de l'aligner sur les tarifs de l'ancien SILU qui s'applique aujourd'hui aux communes de la Cadière, d'Azur, du Bosset et du Castellet. Je vous propose donc d'approuver la modification de périodicité de facturation en matière d'eau et d'assainissement collectif pour la commune d'Evnos sur une base semestrielle et de modifier en conséquence l'article 7 du règlement de service des eaux pour la commune d'Evnos. Concernant ce point, je vous précise que dans le projet de délibération qui vous a été envoyé, la référence à la modification induite du règlement de service n'a pas été indiquée et il convient de compléter l'article 1 par et de modifier en conséquence l'article 7 du règlement de service des eaux pour la commune d'Evnos annexé à la présente et de définir de la façon suivante la surtaxe communautaire assainissement collectif applicable à la commune d'Evnos par fixe 49 € hors taxe par an, par variable 0,63 € hors taxe par mètre cube. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Point suivant, autorisation de signature d'un protocole d'accord transactionnel avec les sociétés Dunex et Tercol relatif à la fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères. René Jordan. Merci. Donc depuis juillet 2019, les prestations de fourniture et pose de conteneurs semi-enterrés et enterrés sur le territoire de notre communauté sont confiées au groupement Dunex Tercol dans le cadre d'un groupement de commandes avec un cytomate. Les matériaux des colonnes enterrées et semi-enterrées comportent une part importante d'acier et de bois. Or, les prix de ces matériaux connaissent depuis mi-2021 d'importantes hausses que les indices de révision économique ne répercutent que très partiellement et qui représentent plus de 1 000 € de charges extra-contractuelles pour des unités qui sont vendues entre 2 500 et 5 000 € pièce. Il est proposé, donc, conformément à l'article L6.3 du Code de la commande publique, d'indemniser au titre de l'imprévision le groupement d'entreprises d'un montant de 400 € hors taxe par conteneur livré et posé entre le 1er septembre 2021 et la fin du marché au 31 mars 2023. Cet accord sera formalisé par la signature d'un protocole transactionnel. L'impact financier est évalué à 5 200 € hors taxe. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui au Conseil communautaire, c'est d'autoriser la présidente à signer le protocole d'accord transactionnel avec les sociétés Dunex et Tercol, groupées solidairement, visant à indemniser temporairement la société Tercol, fournisseur de colonnes enterrées et semi-enterrées, de l'augmentation des prix de l'acier et du bois. Deuxièmement, ce protocole indemnise les fournitures et poses de colonnes entre le 1er septembre 2021 et la fin du marché en 2023. Les crédits correspondants seront inscrits en dépense dans la section investissement du budget annexe de la collecte des déchets de l'année 2023. Madame la Présidente. Merci René. Voilà, c'est un exemple concret de l'impact non budgété des augmentations qui vont s'imposer à nous. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, révision du règlement des déchetteries communautaires. René Jordan. Bon, il faut rappeler que la communauté d'agglomération gère 6 déchetteries sur son territoire. Depuis le 1er octobre 2022, les cartes d'accès sont obligatoires pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Pour lutter contre la fraude et permettre à la communauté de financer au mieux le service public de gestion des déchets, il convient de mettre à jour le règlement des déchetteries, notamment pour limiter le nombre de passages annuels autorisés par foyer. Il est proposé de fixer une dotation de 36 passages annuels, ce qui correspond à une moyenne de 3 passages par mois que l'usager pourra répartir selon ses besoins sur l'année et qui pourra toujours demander une dérogation au service de la communauté d'agglo en cas de besoins les plus importants. Donc, considérant que les déchetteries sont des lieux ouverts au public où les règles de fonctionnement doivent être dictées par un règlement intérieur dont le but est de garantir le bon fonctionnement dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des usagers et des agents de la déchetterie, favoriser au maximum le recyclage, permettre le travail des agents des déchetteries dans des conditions normales, définir les conditions d'acceptation des usagers et des déchets. Considérant que la quantité de fraude estimée nécessite la limitation du nombre de passages par foyer dans les déchetteries, donc après avoir entendu cet exposé, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le nouveau règlement des déchetteries conformément aux documents annexés à la présente délibération, indiquant notamment que les usagers particuliers seront limités à 16 passages annuels. Alors, 36, c'était pas bon. 36, hein, j'ai bien entendu. Et enfin, le nouveau règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Voilà, Madame la Présidente. Merci, René. Y a-t-il des questions? Oui. Prends le micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas. Il ne marche toujours pas?
Je voulais savoir quel est le délai d'obtention pour la carte, parce que là, les usagers se plaignent de 3 semaines, 1 mois. Est-ce que c'est la mise en place et après... Je sais, il y a eu un gros problème de retard. On avait pris du personnel en surnombre cet été ça a résorbé un peu le retard. Et il nous a fallu reprendre une personne supplémentaire en novembre pour continuer parce qu'il y a eu en fait un afflux au moment où les gens ont compris qu'il allait falloir la carte. Tout le monde s'est précipité en même temps et les ressources humaines de l'agglo n'étaient pas suffisantes pour pallier à ce retard. Mais là, a priori, le retard est terminé, enfin, est apuré. Voilà. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, révision des tarifs professionnels pour les dépôts en déchetterie. Bon, alors donc, je rappelle que nous gérons 6 déchetteries sur l'ensemble du territoire, que les cartes d'accès sont obligatoires pour les particuliers, ce depuis le 1er octobre 2022, et que pour lutter contre la fraude et permettre à la communauté de financer au mieux le service public de gestion des déchets, il convient de mettre à jour le règlement des déchetteries, notamment pour limiter... Mais c'est passé celle-là. Voilà. Mais c'est pour réveiller tout le monde, ça prouve que ça suit. Voilà. Bien, la révision des tarifs professionnels pour les dépôts en déchetterie. Bon, je ne redis pas qu'on gère aussi déchetterie, vous avez tout compris. Et que depuis le 1er octobre 2022, les cartes d'accès sont obligatoires pour les particuliers et les professionnels. Donc il s'agit de mettre à jour les tarifs des cartes des professionnels et des dépôts de déchets pour facturer un montant au plus près du coût du service, qui est quand même la bonne des choses. Donc je propose, du moins c'est la présidente qui vous le proposera, d'approuver les nouveaux tarifs, que vous avez bien sûr qui concernent les déchets des professionnels, conformément aux documents annexés à la présente délibération. Et préciser que les nouveaux tarifs entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Voilà, Madame la Présidente. Merci, René. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, mise à jour du règlement de la redevance spéciale. René Jourdan. Redevance spéciale dont on a parlé déjà à plusieurs reprises dans des réunions précédentes. Donc je rappelle là aussi que la communauté de Sainte-Combe collecte une redevance spéciale auprès des professionnels qui utilisent le service public de gestion des déchets. Cette redevance a pour but de financer la part de ce service public exécuté auprès des producteurs de déchets qui ne sont pas des ménages. Or, le règlement actuel de redevance spéciale subordonne la collecte de cette redevance à la signature bipartite d'une convention particulière avec des professionnels bénéficiant déjà du service public et pesant donc déjà sur le financement de ce service. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations qui sont prises le 28 octobre 2021, vu la délibération du 18 décembre 2017, vu la délibération du 7 décembre 2018, vu l'arrêté de la Cour de cassation en date du 8 février 2017, considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour le règlement de la redevance spéciale, il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le nouveau règlement de la redevance spéciale permettant notamment de ne pas subordonner la collecte de la redevance spéciale à l'utilisation du service public. La collecte de la redevance spéciale en absence de retour de la part des producteurs de déchets non ménagers pourra se baser sur l'estimation faite par la communauté du service réellement exécuté.
Enfin, l'article 2, de fixer la date de mise en œuvre du nouveau règlement aussi à la date du 1er janvier 2023, et enfin d'autoriser la présidente à signer tout document s'y rapportant, et notamment les conventions particulières de redevance spéciale. Voilà, Madame la Présidente. Merci, René. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je loue le vote de cette délibération qui permettra justement d'avoir une équité territoriale pour l'ensemble des entreprises. Point suivant, désignation d'un représentant d'intérêt public du Grand Prix de France, le Castellet, Hélène Verdouille. C'est juste une régularisation des représentants, puisque il nous a été demandé, ça n'engage en rien ce que nous allons décider mercredi. Merci. Donc, je vous rappelle que suite aux élections municipales du 15 mars et du 28 juin 2020, et dans la continuité du Conseil communautaire du 28 octobre 2021, il convient de procéder à la désignation des représentants au groupement d'intérêt public, c'est-à-dire le GIP, du Grand Prix de France du Castellet pour la durée du mandat. Par délibération du 3 avril 2017, la communauté d'agglomération a adhéré au groupement d'intérêt public Grand Prix de France, le Castellet. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, le décret du 26 janvier 2012, l'arrêté du 23 mars 2012, l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 janvier 2017, la délibération du 3 avril 2017, la convention constitutive du groupement approuvée par délibération de la région le 16 décembre 2016, la convention constitutive du groupement d'intérêt public Grand Prix de France, le Castellet. Je vous propose de désigner, conformément aux dispositions de l'article L 2121-21, comme représentant de la communauté d'agglo Sud-Sainte-Baume au GIP, tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil d'administration et commission d'appel d'offres. Donc je propose M. René Castel. Merci Hélène. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Vous avez des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Avant de clôturer la séance, je vous propose de nous retrouver mardi 10 janvier à 18h en ce même lieu pour la présentation de mes vœux. Et je vous informe aussi que le prochain conseil communautaire aura lieu le 6 février 2023, si vous voulez commencer à le noter dans vos agendas. Et je vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et au plaisir de se retrouver l'année prochaine. Et une bonne santé à tous, oui, absolument. Merci René.